Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit village très sympa et on va venir à la découverte d'un collectionneur cinéphile. On va aujourd'hui chez Tom. Je vais aller frapper à sa porte. J'espère qu'il est là, qu'il va nous ouvrir. Salut. Salut. Salut Tom. Chérie, il y a Zoltan. Alors non, c'est pas la même chaîne. Non. Moi, je suis désolé en fait de te décevoir. Bon, écoute, on va rentrer. Et Bienvenue dans ma modeste demeure, je vous en prie, rentrez. Tu m'autorises à rentrer? Oui, tout à fait. C'est un masque, tu peux rentrer. Ok, très bien. Donc Tom, Oui. on rentre chez toi alors, ça y est, c'est parti. C'est par là. Il paraît que tu as quelques DVD Blu-ray. Oui, quelques-uns, ouais. Quelques-uns. Je sais plus où les mettre d'ailleurs. Bon, j'essaie de faire le tri avant que tu arrives, mais bon, ça a été un peu difficile. Donc il y a le gros qui est là-bas, voilà. D'accord, je te suis. Voilà, mais fais attention au jouet du bébé. D'accord. Voilà. Ah ben voilà, voilà une collection qui me fait de l'œil. La pièce à vivre. La pièce à vivre, j'imagine, c'est là où tu passes le plus de ton temps, c'est bien ça? C'est là où je m'attarde le plus souvent à regarder mes tranches de DVD Blu-ray. Parce qu'il faut savoir, je fais partie de ces gens qui ne supportent pas classer et qui prennent un énorme plaisir à découvrir en fait par tranche à chaque fois. Mais grosso modo, je visualise, j'ai une mémoire photographique. Voilà. Alors attends, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon trépied. Ouais. Pour me libérer la main et qu'on puisse discuter tranquillement. D'accord. Allez, à tout de suite. Bon alors ça y est, on est installé. Voilà. J'arrive, je découvre ta collection. Bon, c'est un petit peu, ça a l'air mélangé, on va dire. J'ai l'impression que tu classes pas forcément tes Blu-ray. Alors moi c'est un bordel organisé. Moi mon plaisir en fait c'est de redécouvrir ma collection en regardant les tranches. Alors pas forcément dans un ordre préétabli, j'aime bien découvrir et tomber sur des anciens titres qui me donnent envie de... Retomber limite sur des achats que tu avais oublié que tu avais fait, par exemple. Un peu oublié, sachant même quand même que je sais où se trouve le Blu-ray, si je cherche le film et tout ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu un mélange des deux. Voilà. Comment tu fais si quelqu'un te dit tiens j'aimerais bien regarder un film de guerre ce soir, comment tu t'y retrouves? Bonne question. Alors généralement, je sais à peu près où se trouve le Blu-ray. Là, par exemple, si tu me dis ce soir je vais voir le Soldat Ryan, c'est dans mon autre étagère qui est là-haut. Ah, parce que là, il n'y a pas tout là. Non, il n'y a qu'une partie là. D'accord. Bon, voilà, pourquoi tu nous caches l'autre partie? Je peux vous la montrer. Elle est en or un petit peu. Il n'y a pas de souci. Non, il y a à peu près tout le complément. Quoi. Là c'est vraiment les films que je veux voir, comment dirais-je, dans pas longtemps. D'accord. Voilà. Là où c'est les films peut-être un peu plus anciens ou que j'ai beaucoup vu. Il y a quoi l'équivalent de ce que il y a exactement la même chose qu'ici. D'accord. Voilà. Okay. Et là j'ai un petit meuble aussi où tu regarderas, il y en a aussi quelques-uns. Voilà. Tu sais combien tu as de films au total? Non, je sais pas, ça doit faire à peu près 600, 700, peut-être pas plus. Est-ce que tu tiens une collection virtuelle, enfin numérique, tu sais, sur téléphone? Mais j'y ai pensé parce que j'ai vu qu'il y avait, alors très récemment, j'ai vu qu'il y avait des applis qui le faisaient. Où tu scannais juste le numéro et t'avais... My Movie Pro, par exemple. C'est ce que je voulais faire, exactement. Alors ça coûte maintenant 10 € l'application, mais une fois que tu l'as payé, honnêtement, elle est vraiment très complète. Il y a aussi Filmothèque en version gratuite, qui est sympa aussi. Donc ouais, effectivement. Alors ça par contre ça m'intéresse. Mais après le bordel organisé. Quoi? Le fait que ce soit gratuit? Non, d'avoir une appli. D'accord. Aussi, effectivement. Et en parlant d'appli, est-ce que tu as téléchargé l'application Blu-ray Diagnostic? Et oui, je l'ai téléchargé. BR Diagnostic. Voilà. C'est très important. Je fais un petit peu d'autopromo. Tu m'en veux pas? Non, vas-y. Non, parce qu'il y a une application qui permet de savoir si les Blu-ray sont potentiellement défectueux ou pas. Donc je vous invite à aller sur le Play Store et à chercher B majuscule R majuscule espace diagnostic. D'ailleurs, il y en a quelques-uns là qui doivent c'est vrai. Qui sont peut-être tu en as plantés. Tu as pu tester un petit peu? Moi, j'ai Open Range qui a planté. Voilà, donc je suis bien dégoûté parce que j'adore ce film. Donc du coup, je l'ai racheté et heureusement, la nouvelle version fonctionne très bien. Voilà. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Non, elle fonctionne très bien. Alors, moi j'invite justement tous ceux qui possèdent le Blu-ray d'Open Range à aller sur l'application, à noter si votre édition fonctionne ou pas. Bien sûr, testez-le au préalable, mais ça permettra de rendre la statistique plus intéressante. Mais actuellement, la stat fait flipper pour Open Range. Ah, mince. Ouais, on est aux alentours de 67% de défectueux quand même. Tout de suite, avant de se lancer dans la découverte de ta collection, on peut peut-être signaler que tu as déjà participé à des vidéos sur la chaîne, Les Gardiens du Cinéma, et que tu as ta propre chaîne YouTube. Tu veux l'évoquer peut-être? C'est toujours signé Story, là, et d'ailleurs je te remercie parce que j'ai fait un bond au niveau abonné. Je suis plus à 15K, je suis à 28K à peu près. Ouais, à peu près, 28K, et je sais plus quoi faire. Je passe ma vie avec... L'argent coule à flot. Exactement, je réponds aux commentaires toutes les nuits.
te régaler à acheter de nouvelles éditions collector Exactement. sans regarder, sans Non réfléchir. mais n'empêche que ça fait plaisir, voilà. Donc big merci parce que là Y a pas de j'avoue quoi, y a pas de que quoi. c'est en train de Mais bouger du pas coup, mal. j'invite forcément les gens à aller s'abonner à ta chaîne, évidemment, et vous découvrirez aujourd'hui quel cinéphile est Tom au travers de ses achats, notamment. Je suis un cinéphile bordélique. Je suis un cinéphile quand même. Voilà. Alors, du coup, ce qui m'intéresse de savoir déjà, c'est à partir de quel âge tu as commencé à collectionner. Moi j'ai commencé, déjà j'ai commencé par les VHS à l'époque où il y avait le magnétoscope VHS, donc, et je faisais des copies. Parce qu'à l'époque on allait dans les vidéoclubs et on faisait des copies. Ouais. Ensuite, quand on faisait des copies... Ensuite, tu faisais des copies, c'est-à-dire j'avais 2 magnétoscopes et je faisais la copie d'un film qui sortait. C'était Bravo. pas bien, c'est pas bien que je le dis, mais Bravo. bon, j'étais pas le seul, Jusqu'au jour où ils ont sorti un système qui s'appelait la macrovision, je sais pas si tu as connu. Pas du tout. Voilà, Explique ce que c'est. En fait, c'est un signal qui altère l'image quand on fait une copie entre 2 magnétoscopes. Ah. Voilà, mais bon, Pour pas, j'avais la chance d'avoir un magnétoscope qui n'altérait pas justement ce signal, et donc je continuais à faire des copies. Bon, après, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Ensuite, j'ai continué avec le laserdisc. Ouais. Donc j'étais un gros consommateur de laserdisc. Et Est-ce qu'il t'en reste aujourd'hui? il m'en reste un seul, j'en ai gardé un, c'est le chien des Baskerville de la Hammer. Parce que je le trouvais joli, il avait le côté rétro vintage qui allait bien, donc je crois qu'il est là-bas d'ailleurs. Du coup, tu t'es débarrassé de tes laserdiscs, c'est-à-dire que tu les as revendus pour passer à un autre format? Je les ai vendus et quelque part, je le regrette. Et oui, Voilà. forcément. Je les avais revendus pour acheter mon premier ampli son. Et parce qu'à l'époque, ça a commencé à devenir abordable, et du coup, j'avais revendu toute ma collection, je devais en avoir une centaine de laserdiscs. Et quand je vois, moi ce que je regarde dans Laserdisc, c'est le format, c'est le côté grand avec le visuel, l'affiche, tout ça. Et j'avoue que ça, c'est un truc un peu qui me manque, que je retrouve pas forcément toujours dans les Blu-ray actuels. Par contre, je retrouve ce plaisir avec les Steelbook. Mais ça, c'est très récent, par contre, les Steelbook. Ça m'est venu il y a quelques temps. D'accord. Et du coup, après, t'es passé au DVD, j'imagine? Tout à fait. Donc là, j'ai fait DVD. Tu te rappelles de tes premiers achats, tes premiers films? Mon premier lecteur DVD, c'était un lecteur DVD Thomson Stark, designé par Stark, je me souviens très très bien. Et, tu veux dire Iron Man? Non, Stark, le concepteur design, voilà. D'accord. Il avait fait aussi des magnétoscopes d'ailleurs. J'aimais bien Stark à l'époque, et il avait fait aussi le lecteur DVD. Bref. Et les premiers que j'ai eu, je crois que c'était le film avec Chow Yun-fat, Un tueur pour cible. D'accord. Et oui, ça a été le premier DVD que j'ai acheté. À l'image, je trouvais ça nickel. Et est-ce que tu as senti, au fur et à mesure de tes achats, parce que tu es passé par le DVD, après le Blu-ray, etc., est-ce que tu as senti venir la vague justement de dématérialisation? J'y ai pas prêté attention, à part ces temps-ci, pour différentes raisons, parce que je trouve que la dématérialisation en fait a entraîné des tas de problèmes. Elle commençait déjà par tuer les métiers de photographe, grosso modo, parce que avant on avait des boutiques de photographes, ça les a tués forcément. À l'époque, c'est vrai que j'avais pas vraiment tilté. Après, ça a commencé à tuer le support physique, et quelque part maintenant la dématérialisation est en train de tuer aussi le cinéma. Grosso modo, je dis pas qu'elle va le tuer, mais je dis que pour l'instant ça fait quand même beaucoup de mal, parce que le streaming c'est de la démat. Donc ouais, je l'ai pas vraiment vu arriver, quoi, ou pas aussi vite. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Et bon, c'est vrai que quand on aime le cinéma, ça touche un peu quelque part, quoi. Ok, et du coup, maintenant que tu vois un petit peu cette vague de dématérialisation, clairement, on sait que dans les années qui viennent... Alors par contre, je suis contre. On y est. Disons que je suis contre, parce que si tu veux, la démat, à part si c'est un film qui est fait pour, par exemple, Netflix, et qui est uniquement pour ce format-là, il n'y a aucun souci. Hein. Moi aussi, j'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pour, racheter des films et tout ça, pour pouvoir les sortir sur Netflix, là, ça me pose problème. Voilà. Alors tu dis t'es contre, mais clairement tu n'auras pas le choix en fait. Tu vas Non, être confronté à la démat. Ouais. Ma question c'est plus dans le sens, maintenant que tu sais que c'est inéluctable, est-ce que tu conserves toujours le même plaisir à l'achat, ou est-ce que quand tu achètes, quelque part tu as un petit goût amer en te disant ça se trouve ça ne vaudra plus rien dans quelques temps? C'est-à-dire que maintenant quand je regarde ma collection, alors avant je prenais moins soin de mes Blu-ray, j'avoue, je suis un vilain, c'est pas bien. Après, qu'est-ce que tu veux dire par tu en prenais moins soin? Disons que j'ai eu différents déménagements successifs, et que je m'embêtais pas à les traiter correctement. C'est-à-dire, pour moi c'était comme un bouquin, tu le prends, tu mets dans une caisse, et puis voilà. Maintenant, depuis que je sais qu'il y a la démat qui arrive et le streaming qui est à fond la caisse, et maintenant je sais que de toute façon la plupart des films que j'ai en Blu-ray, c'est certainement la dernière version qui existe en version physique, donc quelque part pour moi ils ont un autre attrait. Et oui, je comprends. Voilà. Donc moi là la collection telle qu'elle a, je ne la vendrai pas, ce sera pas comme le Laserdisc, comme le DVD, je la refourguerai pas. Je vais la garder, et je vais bien la garder, et je vais même me faire un plaisir d'acheter un deuxième lecteur pour pouvoir, si un jour j'ai envie si j'ai un problème d'appareil,
Et oui, c'est un sujet important, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent dans les commentaires, ok, vos Blu-ray, vous avez beau les changer, etc., mais quand votre lecteur sera en panne, vous n'aurez plus rien pour les lire. Alors moi, je pense qu'il y aura toujours des fabricants de lecteurs, même s'il y en aura de moins en moins, je clairement. l'espère, mais je vais quand même prendre la... Oui. Non, pas prendre non, mais on est bien d'accord, mais c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que effectivement, ça vaut le coup peut-être de se mettre 2-3 lecteurs de côté, histoire de les sortir quand le scène est défaillant. Ah, le chat veut intervenir. Alors, quelle question tu veux poser à Tom? Quelle question tu voulais poser à Tom? Ah non, elle n'a pas envie. Voilà. Non. Ok, donc on en était au fait d'acheter plusieurs lecteurs. Ouais, donc, effectivement. Je vais prendre des sécurités parce que alors là, si je peux plus voir mes films, je suis dégoûté. Et puis je vais te raconter juste une anecdote. Vas-y. J'ai voulu voir 2 fois, à chaque fois, 2 films qui étaient attendus, qui sortaient sur Netflix, notamment Bronx et je sais plus quel autre film. Chaque fois, le Internet a planté. Mais ça, c'est ton voisin, je pense. Non, c'est pas mon voisin. Il entend quand tu mates des films, il débranche, tu sais, comme d'Amélie Poulain. Donc, à chaque fois, j'ai été dégoûté. Donc, j'avoue que pour l'instant, je suis séduit de découvrir les films comme ça en streaming. Donc, j'ai presque même maintenant envie de, et je suis désolé de le dire, j'ai presque envie de les télécharger pour les voir correctement sans avoir une coupure Internet, sans avoir, voilà. Quand ça arrive trop souvent, c'est un peu problématique. Voilà. Ouais, complètement. Mais c'est pas bien, il faut pas télécharger. Sauf quand il n'y a pas le choix. Tu nous as dit, tu te rappelles au début de la vidéo que tu faisais des copies de tes cassettes. Hein. Ouais, des copies de VHS. Je suis un pirate. Tu serais pas en train de faire la morale alors que... Non, pas du tout. Je pense qu'avec tout ce que j'ai acheté, je pense que le piratage, ça va, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu sais que je me suis souvent défendu de ça aussi parce que je télécharge aussi et que c'est illégal et qu'effectivement, on va pas encourager au téléchargement illégal, mais que quand on voit la fortune qu'on dépense dans le support physique, à un moment donné, on dit ça va. À un moment donné, s'il y en a qui sont un peu, on va dire, autorisés, entre guillemets. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une époque où quand t'écoutais un truc à la radio, tu l'écoutais d'abord à la radio, forcément, mais à la radio, c'était un peu comme de l'écoute libre, quoi. Et après, t'achetais le CD ou le disque et tout ça. Moi, je vois le téléchargement un peu comme ça. Il y a des films que j'aurais jamais acheté si je les avais pas téléchargés. Je suis complètement d'accord avec toi. Pareil, je télécharge et ce qui me plaît, j'achète en général. Et des fois où je télécharge pas du tout, j'achète du premier coup, mais ça peut arriver. Et des fois même, je suis frustré, j'ai téléchargé un film, il n'existe pas en support après, où il est introuvable, où il n'existe plus. Alors là, par contre, je suis dégoûté. Là, ça fout les boules. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh ben, je continue à le chercher maintes fois. Et si vraiment tu ne le trouves pas? Eh ben, je le crée moi-même. Ah, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que tu n'aurais pas un Blu-ray que tu aurais créé toi-même? Eh ben oui, voilà. Par exemple, celui-ci. Mais non, qu'est-ce que c'est? Young Sherlock Holmes. Attends, je le montre. Parce que, tu me l'aurais pas dit, je pensais que c'était un neuf. C'est un produit maison, hein, voilà. Ça, c'est produit maison. Je peux me permettre d'ouvrir? Oui. Bon, après, je me permets parce que je l'ai au moins acheté 2-3 fois en DVD quand même. Hein, donc, Non, mais à partir du moment où tu le fais pour toi, oui. Tu as le droit. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, il y a même la devanture sur le Blu-ray, donc effectivement, c'est vraiment du beau boulot. Merci. Non mais alors, blague à part, c'est malheureux parce que clairement, c'est comme ça que ça va finir, c'est-à-dire que les gens vont finir par Comment on appelle ça, un bootleg, c'est ça? Oui, un bootleg. Les gens vont finir par se créer leurs propres éditions de films qui ne paraîtront pas. Exactement, parce qu'on est tellement frustrés de ne pas les avoir et qu'on voudrait tellement les voir en haute définition sur nos super télé qu'on achète, ces temps-ci, que c'est un peu triste, quoi. Et là, t'as vu que, notamment en Espagne, je pense à True Lies, tu sais, qui est sorti en bootleg justement sur Amazon. Ouais. C'est assez dingue, je trouve. Je pense qu'on va avoir de plus en plus ce genre d'apparition de films comme ça. Alors, j'ai regardé sur Amazon, apparemment, il y en a. C'est pas le seul. Il y a d'autres films aussi moins connus, mais qui sont aussi en bootleg. T'as un titre en tête? Il y a le Guerre et Passion de Peter Hyams avec Harrison Ford, qui est un vieux Harrison Ford, film de guerre et de romance, qui est en bootleg là-bas. Voilà. Et j'en ai vu d'autres, je crois qu'il me semble qu'il y a Strange Days. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Strange Days. Alors là, tu me fais de l'œil en disant ça. Il me semble. Il y a Strange Days, je crois. Il me semble, je suis pas de sûr. Catherine Bigelow, c'est un super film. Qu'on attend aussi en Blu-ray. Oui, qu'on attend. Voilà. Ça viendra peut-être, pour le coup. Je l'espère, oui. Alors, du coup, il y a pas mal de Blu-ray. Je vois que t'as préparé un petit peu mon arrivée. Un petit peu, j'ai pas... T'as bossé? Alors oui, j'ai bossé. J'ai des films auxquels on parle pas forcément souvent, mais qui existent en HD ou pas. Et qui sont un peu les films que j'aime bien dans ma collection, ou que je chéris un peu, ou que je revois très souvent, voilà, et que... Juste avant que tu commences, je vois que tu as du DVD, du Blu-ray, du 4K. Très peu de DVD, mais bon, il y en a. Ouais. Quand tu fais tes achats, est-ce que tu privilégies systématiquement le 4K ou... Alors, à l'heure actuelle, c'est uniquement en 4K, sachant que le catalogue est très très juste. Et j'ai un peu l'impression qu'il va un peu s'arrêter aussi, mais bon, voilà, le marché 4K, à mon avis, il faut plus se tourner vers le marché américain. Voilà.
ou enfin voilà, il y a d'autres pays d'ailleurs où il y a des plus de titres que chez nous, je trouve. Je ne sais pas du tout. En Espagne, en Italie, des fois quand on regarde, il y a des films qui ne sont pas encore sortis en France. Oui. Ouais. Ah bah ça c'est notamment comme on disait, le Masque de Zorro. Il est en Espagne, en Italie, mais pas en France. Mais même pour les Blu-ray c'est le cas. Hein. Oui. Tu veux regarder un film français qui est sorti, il faut regarder sur Amazon Allemagne, tu vois. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est terrible. Tu vois, je pense à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, par exemple. Ah oui, il est pas en France, il est pas en France. C'est dingue. Ouais, il existe en Blu-ray allemand, donc avec la version française, mais pas en France. Et le film est culte en plus en France. Le film est culte, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs des problèmes de droit, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? Peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Bien, alors, tiens, si tu devais, demain t'as un cinéphile qui arrive comme ça, aujourd'hui même j'ai envie de te dire, hein, je suis là, voilà. J'arrive devant ta collection, qu'est-ce que tu aimerais me présenter? Vers quoi tu m'orienterais? Parce que moi forcément je vais farfouiller, je vais tout regarder, mais je ne veux pas du tout mettre là, qu'est-ce que je pourrais te présenter? Est-ce que les films qui me sont les plus chers, on va commencer peut-être par en belle édition, voilà, moi j'aime beaucoup ce film. Ah, les éditions Carlotta, elles font rêver, hein. Voilà. Tu montres à la populace. Je défile aussi. Donc L'année du dragon. Ça c'est Belle Pièce avec un film qui est superbe de Michael Cimino. C'est le seul de Cimino que je n'ai pas encore, donc je risque de repartir avec, Tom. Ah d'accord. Bon enfin c'est un... D'accord, le mec est dégoûté. C'est une tuerie. Alors dedans, tu connais, il y a le bouquin. Le bouquin. Voilà. Et il y a le scénario aussi, et puis il y a le film qui a mis un long moment à sortir en HD. Donc voilà, les éditions Carlotta se présentent comme ça. À chaque fois, c'est un gros bouquin, et donc à l'intérieur, il y a les disques et de la lecture. T'as le scénario à l'intérieur? Oui, il y a le Alors scénario. moi, ça me frustre un tout petit peu leurs éditions quand il y a le scénario, parce que en fait, il y a moins de lecture. Non mais enfin c'est tout con, mais t'as l'impression que parfois ils remplissent. Je pense notamment à l'édition Donnie Darko qui est magnifique. Et je suis un peu frustré parce qu'il y a uniquement, on va dire, les premières pages du début où t'apprends énormément de choses, mais après c'est le scénario et là tu vas pas te mettre. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu ce que je dis à chaque fois. Effectivement, au début il y a les préfaces, quelques interviews et ensuite tu dois avoir une 60aine de pages. Mais bon, l'objet est quand même superbe pour un film de ce type. Et puis il y a certaines éditions, excuse-moi de te couper, qui sont vraiment où c'est que de la lecture sans scénario du début à la fin. Je pense à notamment Crash qui est sorti récemment. Là c'est passionnant du début à la fin, quoi. Moi j'aimerais avoir celui que j'aimerais avoir dans cette collection là, c'est Little Big Man avec Dustin Hoffman. Voilà, c'est celui. Est-ce que tu l'as en édition simple? Oui, mais en import. Je l'avais acheté en import, c'est pour ça que je me suis pas jeté tout de suite, je crois. Mais je crois qu'il y avait des très bonnes promos Carlotta il y a pas longtemps sur internet. Et voilà, donc c'est un film que j'adore, que j'ai vu très très jeune. Je crois que je devais avoir 12 ans. Et il m'a beaucoup marqué ce film, et je pense que c'est un des meilleurs films de Mickey Rourke. Mickey Rourke que j'aime beaucoup et qui malheureusement n'a pas eu forcément la carrière qu'il aurait mérité, voilà. Et il a quand même des bons films à son actif. Des grands films à son actif, mais voilà, bon, je pense que c'est quelqu'un qui devrait être remis un petit peu au goût du jour. Voilà. Donc, il devient quoi, Mickey Rourke? Tu sais qu'à chaque fois qu'on se pose la question, il devient quoi? On va plus parler. Une semaine après, il clame ça. Je me suis dit la même chose. La dernière fois, j'ai fait un post sur Ennio Morricone. Une semaine après, samedi après, le pauvre, il était parti. Et on a parlé de Sean Connery il y a 15 jours, et voilà. Malheureusement, ouais. Donc je vais peut-être... Tu m'as demandé comment je l'ai au début de la vidéo? Non, mais... Merci, stop, n'en dis pas plus. Est-ce que j'ai un film avec Donald Trump? Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Peut-être parler d'un film qui mériterait aussi une réhabilitation, que j'aime bien. Je sais pas s'il est sorti en France, moi je l'ai acheté en import en Allemagne, peut-être qu'il est sorti en France. Mais ce film-là, franchement, je trouve ça dommage. C'est un film qui a fait plus de bruit pour son couple, qui étaient à la fois ils étaient en couple à cette ensemble à l'écran. Tom Cruise et Nicole Kidman. Voilà, pour Horizon Lointain, Far and Away. C'est un film qui, en HD, est sublime et magnifique, qui mériterait une édition 4K, je pense. Qui est un gros film d'aventure épique. Mais s'il est sublime en HD, on s'en fout qu'il y ait du 4K, non? Ouais, mais bon, je pense qu'il y a un petit traitement. Et bon, je l'ai revu très récemment. Des couleurs. Exactement, un HDR10, surtout qu'il y a des magnifiques couchers de soleil. Et je trouve que ça raconte bien... sans trop vulgariser justement la conquête de l'Ouest. D'accord. Les immigrants qui vont aux États-Unis, je trouve que c'est un peu inspiré des grands-parents de Ron Howard. Donc pour moi c'est un grand film. Il a fait l'ouverture de Cannes et il s'était fait un peu massacrer. Alors que quand on le regarde maintenant, ce film-là, il est très dynamique et c'est un très beau film. Voilà. D'accord. Bien. Bah, tu donnes envie de le mater. Oula, il y a une jolie édition. Exactement. Bah, je l'ai sorti un peu juste avant que tu arrives. The Rocketeer. The Rocketeer. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup cette édition. Ce film, je l'adore. J'ai jamais vu. Il a pas marché du tout. Tu m'en dis un petit peu plus? Bah, c'est un peu un film, c'est un des premiers films, je pense, qui a été fait avec un super-héros adapté d'un comics.
Alors c'était pas Marvel, c'était pas DC, c'était une branche, parce qu'il y a eu plusieurs autres branches de comics aux États-Unis. Et c'est Joe Johnston qui a fait ce film. Et il a une espèce de patinode school, mais ça tient encore la route, hein, malgré les effets spéciaux c'est franchement de bon calibre comme film. Et je dirais même, c'est Joe Johnston, je te disais, c'est celui qui a fait Captain America, mais des années plus tard, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Je vois une édition de Miami Vice. Ouais. C'est le Director's Cut ou pas? Alors le Director's ça, c'est Cut? Le Director's Cut. Je crois qu'il existe qu'en import. Et oui, malheureusement. Avec, est-ce qu'il y a les deux versions à l'intérieur? Non, il y a uniquement la version Director's Cut. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. Là, tu vois, on pourrait peut-être réclamer une édition avec les deux versions. Ça mérite une version Carlotta, tu vois. Oui, Carlotta. Ouais. Hein, Carlotta, deux versions, ou SC, ou je sais pas qui, mais voilà. Et cette version-là, en version longue, il est toujours aussi beau, le film. Ouais. Ouais. Tu préfères la version cinéma ou la version Je préfère l'intro de la version cinéma, D'accord. mais après, pour tout le reste, j'aime beaucoup je préfère la version longue. Moi, j'aimais bien que le film commence avec l'espèce en boîte de nuit, avec le morceau de Jay-Z à fond les gamelles. Je trouvais ça super original et on rentrait direct dans l'action. Et là, c'est dommage, c'est vrai que le début, là, dans la version longue, est joli avec ses hors-bords, là, offshore. Mais bon, c'est pas aussi rentre-dedans que dans la version longue. Il y a beaucoup de différences entre les deux? Oui, il y a quelques scènes supplémentaires, notamment des relations entre les personnages ou les personnages féminins qui interviennent un peu plus. Je vois un film culte, La canionnaire du Yangtze. Ouais. Avec Kevin Costner. Et Sharon Stone, bien évidemment. Il dit ça parce qu'il se moque, en fait, parce que j'ai tendance à confondre le nom des acteurs, en tout cas dans la dernière vidéo. Mais c'est pas bien, Tom. Je vais désolé. partir avec un deuxième Blu-ray, du coup. Ouais, ça c'est... C'est culte. Ça, c'est culte. Hein. Ouais. Ça, c'est des grands souvenirs d'enfance. Voilà, c'est des films qui vous marquent par le traitement, l'acteur. Puis il y a des scènes fortes, quoi. Après, je vais pas raconter l'histoire, c'est assez compliqué, mais bon... C'est des films qui vous marquent à jamais. Ça. On pourrait conseiller aussi Das Boot, dans le style, on va dire. Tout à fait, ouais. Film de guerre épique qui dure 3 heures et qui vous emporte et qui vous crève la rétine, oui, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Parce que là, il y a un paquet de films. Celui-là, je voulais lui en parler parce que c'est un petit bijou. Il n'existe pas en France. Glory, ouais. je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est un film, c'est une tuerie. Alors, au sens propre et figuré, c'est un film magnifique. Je crois que c'est pour ce film-là que Denzel Washington a eu l'Oscar. D'accord, oui, effectivement. L'Oscar du second rôle. Oui, effectivement, en 1989. Et le film est un film sublime. Si t'aimes Gladiator, Danse avec les loups, Braveheart, Glory, si tu veux, c'est dans la même veine. Des films plutôt sympathiques. Seulement, le seul souci, la seule différence avec ces films dont je parle, c'est qu'il est moins connu. Et oui, effectivement. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est réalisé par Edward Twick. Tout à fait. Ouais. Je ne savais pas. Ah oui, sachant que je collectionne ces films, ça m'intéresse. Écoute, voilà, c'est le deuxième film. C'est le deuxième film que t'emportes. Il y a aucun souci, je te le prête avec plaisir. Mais c'est un très grand film et franchement, il faut aller se tourner encore une fois vers l'étranger pour se le procurer en 4K. Que vaut la copie 4K? Elle est magnifique, elle est sublime. Franchement, d'accord. Voilà, ça, je me le procure. Voilà. Oh, je vois Les Faucons de la Nuit que j'ai vu assez récemment. Oui. Ça, c'est édité par l'Atelier d'Images. Exactement. Alors, on ne répétera jamais assez que Sylvester Stallone est un grand acteur. Oui, c'est vrai. Voilà. Et non seulement un grand acteur, mais en plus un bon réalisateur. Exactement. C'est vrai? Ouais, souvent, les gens parlent que de lui en tant qu'acteur. Il a été, je pense, stigmatisé par les années des Guignols, je pense, et puis par une espèce de vulgarisation, à un moment des années 80. Oui, pour son style, et puis c'est vrai qu'il a aussi eu son passage avec la grosse tête. Exactement. Donc, c'est vrai que... ça joue aussi. Mais bon, moi, j'oublie pas que, écoute, Stallone, c'est aussi le premier Rocky, c'est le premier Rambo, Je crois même que Rocky a eu 7 Oscars quand même, pour un projet que lui-même a initié, alors qu'il était quasi clochard, je crois, à l'époque quand il a fait le film. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on a oublié, parce que c'est plutôt un exploit. Et je recommande un film, et ça j'aimerais qu'il le sorte en HD, qui est un bijou, c'est Fist. Ah, dit comme ça. Excuse-moi, mais je m'en étouffe, Tom. J'espère que c'est pas un appel que tu es en train de me faire. Non, pas du tout. De quoi tu parles, du coup? Fist. Alors, oui, Fist. Oui, ça peut surprendre, Fist. Mais en fait, c'est l'abréviation d'un syndicat. D'accord. En fait, si tu veux, Fist, ça raconte l'histoire de Jimmy Hoffa avant qu'on ait fait le film Hoffa avec Nicholson ou avant qu'on ait fait The Irishman de Martin Scorsese. D'accord. C'est la première version, si tu veux, qui raconte l'histoire de ce syndicaliste plus ou moins corrompu. C'est peut-être un peu enjolivé, mais le film est sublime. Il faut absolument, si vous l'avez pas vu, le voir. Je crois qu'il y a une version uncut qui existe aux États-Unis. Et c'est un des meilleurs rôles de Sylvester Stallone de toute sa carrière, quoi. D'accord. Voilà. Ça commence, il est ouvrier, il se bat à la batte de baseball dans les rues, mais évidemment c'est pas que des bastons, c'est profond comme film. Il y a un contexte. Et puis ça raconte l'histoire des États-Unis, comment les syndicats ont évolué avec la mafia et évolué aussi avec la politique.
Pas oublier que par exemple un mec comme Kennedy, il a été élu par la mafia. Enfin, grâce à la mafia. C'est son père qui a acheté les voix grâce au syndicat mafieux. Voilà. C'est pour ça qu'il se fait dézinguer. Ben, il y a des chances, oui. Ouais. Effectivement. Quand son frère a voulu les pulvériser, forcément, ils se sont fait dézinguer. Voilà. Est-ce que tu attends, parce que là t'es en train de plomber l'audience, donc je vais... Mais Fist Uncut avec Sylvester Stallone. Est-ce que tu attends, justement on parlait de Stallone en tant que réalisateur, son Rocky 4 ah oui, Director's Cut. bah alors je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en faire là, parce que là il nous a mis l'hype. Ah ouais. S'ils nous ont fait un film d'auteur avec juste les rushs, ça serait extraordinaire. Alors là je dirais bravo, ça veut dire que franchement ils montreraient en plus comment on peut faire d'un même film en fait un film, un bon film quoi. Enfin, c'était un grand clip Rocky 4. Moi j'avoue que j'ai pris mon pied quand je l'ai vu à l'époque. Mais et il n'y a pas le 5 aussi où il y a la Director's Cut qui est censée... Il y a une version de travail qui traîne un peu sur internet, mais en fait qui change pas vraiment grand chose. C'est vrai. Ouais. Parce que bon, le montage me semblait surcoté, donc à mon avis il y a pas mal de rush. Le 5 il a eu des problèmes aussi, parce qu'à la fin du film le personnage devait mourir, Rocky devait mourir dans la rue. Et bon, au dernier moment, ils se sont un peu, voilà, ils ont été frileux, ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils en ont fait un film. Et c'est pas un mauvais film, le 5. Moi, quand je le regarde, j'aime beaucoup, hein, le 5. Il y a un charme, voilà. Toi, t'es à fond sur Stallone, c'est pour ça. Bah, j'aime beaucoup Stallone, mais voilà, je dis que c'est malheureux qu'il soit, voilà, qu'il ait cette réputation. Bien sûr. Ok, alors, Le prisonnier de Zenda. Alors ça, c'est petit Scaramouche. J'aime l'Hollywood, l'âge d'or, voilà, Scaramouche, Stewart Granger, les films de Cap et d'épée. Et ça, c'est les plus grands, je dirais, il y a peut-être le plus grand duel de toute l'histoire du cinéma. Ah ouais, carrément. Voilà, je pense même que le gars qui les a entraînés, il a bossé sur Star Wars pour les combats de sabre laser, donc c'est le même, je me rappelle plus son nom. Mais Scaramouche, le prisonnier de Zenda, je crois que j'en oublie un, il y a, oui, ou les contrebandiers de Moonfleet, de Fritz Lang, voilà, c'est des purs bijoux, quoi. C'est des films que je regarde très très souvent, ou alors des films comme Les Trois Mousquetaires avec Gene Kelly, voilà, c'est des films, et ça, ils existent qu'en DVD pour l'instant, sauf aux États-Unis, il me semble en VF, je crois. Est-ce que, alors ma question est orientée, mais simplement pour voir ta réponse justement précise par rapport à ça, mais est-ce que ces films qui sont cultes pour toi le sont parce que tu les as découverts justement au bon moment, ou est-ce que si aujourd'hui un spectateur qui ne l'aurait pas vu peut le découvrir et s'en prendre je pense qu'on plein la tête. On peut le découvrir aujourd'hui et être émerveillé de la même façon. Moi, je t'avouerai que moi, dans mon cas à moi, c'est des films que j'ai vus quand j'étais tout petit, que mon père m'a fait découvrir, et que j'ai pris comme des contes de fées. Et en fait, c'est un peu cette âme d'enfant qui fait que j'ai besoin de les voir et de les revoir même encore aujourd'hui. C'est des choses qui me rattachent encore à mon enfance. Des contes de fées où des mecs se font dézinguer. Ouais, exactement, ouais. En fait, ça reste quand même très... ouais, je sais pas, c'est une image d'Épinal que j'ai d'un monde qui n'existe pas, voilà, c'est ce monde avec le Technicolor, le rouge qui pète, voilà. L'un n'empêche pas l'autre, on est bien d'accord. C'est des choses qui me plairont toujours. Voilà. Et oui. Oh, je crois que ça, c'est un de tes films fétiches. Ça. Ouais, tout à fait. Bon, c'est une édition Carlotta. Exactement. Tu vas en parler un petit peu de ce film Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Live and Die in LA. Bon, on va couper là. Tom est bourré. On fait une petite pause, on attend 1 heure. Alors oui, Police fédérale Los Angeles, c'est un film. Alors c'est le film qui m'a le plus choqué dans ma vie, parce que je crois que c'est le premier film où je voyais un héros. Je vais spoiler, hein, mais bon, c'est comme ça. Faut partir. Ou alors bouchez-vous les oreilles. On fait comme ça quand c'est fini. Chose très très rare dans le cinéma américain. Je crois qu'il y a Friedkin qui est capable de le faire, c'est de tuer son héros, mais de façon extrêmement brutale à la fin. Et pour un gamin de 15 ans, quand on voit ça, c'est extrêmement choquant. Quoi, voilà. Donc, oui, ça m'a marqué. Il fait partie des films que j'ai détesté quand je l'ai vu et que j'ai appris à aimer en grandissant, parce que c'est resté, si tu veux, c'est sur la rétine, et j'ai voulu le re-revoir, et j'ai appris à l'aimer. Et maintenant, ça fait partie carrément des choses dont je ne peux plus me passer. Eh oui. Voilà. Avec une superbe poursuite en voiture, parce que Friedkin est quand même spécialiste des poursuites en voiture. Il n'y a pas que celle de French Connection, celle-là est encore plus forte. C'est à contresens sur l'autoroute à Los Angeles, elle est assez forte. C'est pour toi l'œuvre majeure de Friedkin ? Non, ça restera French Connection, mais c'est pas loin derrière, quoi. Ma French Connection, c'est, je pense, avec Blade Runner, c'est mes films préférés. De toute voilà. Et je dois avoir un trio de tête, je vous le dis, c'est vite fait. C'est French Connection, Blade Runner et Danse avec les loups. C'est mon trio. Voilà. J'ai une passion pour Sherlock Holmes, c'est de tous les films de Sherlock Holmes. C'est savoir que Sherlock Holmes, avec Dracula, c'est le personnage qui a été le plus souvent adapté au cinéma. D'accord. Et Tarzan. Ces 3 personnages-là sont les personnages les plus adaptés au cinéma. Ils ont été adaptés en Chine, au Japon, en Russie, en Allemagne, dans toutes les versions. D'ailleurs, je crois que je les ai en fichier HD. Mais voilà, donc j'ai une passion pour Sherlock Holmes. Parce que est-ce que c'est les personnages qui, dans la culture populaire, sont les plus importants aussi ? Je ne sais pas, parce que c'est des personnages qui étaient peut-être les plus connus à la base du cinéma, et c'est pour ça qu'ils ont été adaptés en premier.
J'en sais rien. Et puis ça continue encore parce qu'on décline à fond Sherlock Holmes. Il y a eu Sherlock, il y a eu Elementary. Je veux dire, et puis il y a eu de Robert Downey Jr. On parle d'In3 dans pas longtemps. Donc c'est des personnages. On a l'impression, ou même Dracula. On a encore sorti une série Netflix Dracula. Je sais pas. C'est des choses qui sont un peu éternelles. Je dirais même c'est devenu presque une. Hormis le fait que ce soit pour les geeks, c'est une mythologie. C'est comme une mythologie. Bien sûr. Donc j'en ai plusieurs. Tiens, on parlait de films qui méritent une édition HD. Oui. Greystoke. Ah oui, Greystoke. Vous attendez Carlotta. Ben exactement. En plus, c'est un des meilleurs Tarzan qui Oui, existe. oui. Ouais. C'est pour ça que j'étais en train de penser en même temps que tu me disais Tarzan, Sherlock Holmes, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de films. Par contre, des bons. Tarzan, il y en a des très mauvais. Sherlock aussi, il y en a des très mauvais. Voilà. Mais celui-là, celui de la Hammer, parce qu'en plus c'est le premier Sherlock Holmes en couleur. Voilà, faut savoir que les films de la Hammer, ils ont repris le bestiaire d'Universal et c'était la première fois qu'on voyait Frankenstein, Dracula en couleur. Voilà. Avant, c'était que en noir et blanc. Il y avait le sang, on voyait le sang en couleur. Donc, et notamment le Chien des Baskerville, c'est un Technicolor. D'ailleurs, Christophe Gans s'en est beaucoup inspiré pour le Pacte des loups. D'accord. On retrouve des similitudes, notamment au niveau des couleurs, des costumes et tout ça. Très bien. Tiens, un petit film sympa que j'aime beaucoup, moi. Anti-gang. Alors ça, c'est mon petit chouchou, je l'adore. C'est Julien Rocher, je crois. Benjamin Rocher. Et non pas Ferrero Rocher. Anti-gang, je l'adore. Et ce film-là, il est passé complètement à l'as quand il est sorti. Et pourtant, je trouve qu'il est super dynamique. Alban Lenoir est génialissime. Alban Lenoir, de toute façon, c'est un acteur génialissime. Et j'en ai un autre à te montrer avec Alban Lenoir. Vas-y, je t'en prie. Avec Alban Lenoir, voilà. L'intervention. Ah, je connais pas du tout. Excellent film. La naissance du GIGN. Film complètement passé à la trappe, mais qui est un petit bijou d'efficacité. D'accord. C'est pas un super grand film. Est-ce qu'on est constamment sous tension? Oui, c'est écrit. Parce que c'est une histoire vraie. Alors moi j'adore les histoires vraies. Tout ce qu'adaptation, moi je raffole. Et ça ça raconte l'histoire de ce qu'a impulsé le GIGN par la suite. C'est un bus qui a été pris en otage, je sais plus dans quel pays d'Afrique, qui a pris en otage donc des élèves et leurs professeurs. Et donc la première équipe d'intervention qui a essayé de les sauver. Voilà. D'accord. Et Alban Lenoir dedans est excellentissime, c'est le chef de l'équipe. Il y a d'autres seconds couteaux qu'on voit souvent dans les comédies françaises et qui sont un peu à contre-emploi dans ce film. Et non, c'est un très très bon film et c'est dommage que ce genre de film ne marche pas plus en France. C'est sorti en salle, ça? C'est sorti en salle, pas longtemps je crois, mais une semaine ou un truc comme ça. D'accord. En 2019, ça aurait mérité plus de couverture. D'accord. Médiatique. Jack l'Éventreur. Alors c'est sans transition à chaque fois. Jack l'Éventreur. Ouais. Alors ça c'est la plus belle version je trouve de l'histoire 1944, je n'ai pas vu ça. Voilà, je crois que c'est John Brahms la version originale de Lodger. Exactement, c'est The Lodger. C'est une autre version, c'est pas celle d'Hitchcock, c'est une autre version et je trouve qu'elle est beaucoup plus belle. D'accord. Donc tu la conseilles. Je vais pas me faire un copain d'ailleurs si je dis ça. Pourquoi? Frank Hitchcock. Oh. Alors je saute dessus parce que moi Ridley Scott j'adore et ça c'est un film assez pareil très sous-estimé, enfin peu connu on va dire. Il est vite oublié parce qu'on n'arrête pas de parler de Ridley Scott toujours en ce moment pas trop en bien mais bon il faut aussi penser qu'il a fait Black Rain. Black Rain c'est un bijou d'efficacité avec un grand Zimmer dedans. La musique est sublime. Moi je crois que c'est là que j'ai découvert le musicien. Et puis Michael Douglas est juste génialissime dans ce film. Puis il y a toujours il y a encore la patte Blade Runner dans ce film. Les néons et tout ça, on voit qu'il est toujours dans son élément. Il y a une espèce de réponse. Disponible en import donc. En import avec un superbe making-of d'1h30 quand même. Avec les sous-titres en français. Tout en sous-titré français. Ouais. Ok, donc ça vaut le coup. Ok, très bien. Ah, effectivement, tu as un paquet de Sherlock Holmes. Ouais. Alors c'est des raretés, mais je les adore. C'est des choses. J'ai la série référence avec Jeremy Brett. Est-ce que tu as des films, tu sais, où il y aurait des versions, admettons peu connues ou director's cut de films qui sont assez connus pour le coup? Ça, on peut en parler. Il n'y a pas la version director's cut, mais il existe une version director's cut. Je sais pas si ça à sortir en Blu-ray, peut-être ça serait pas mal. Les Larmes du Soleil, je sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Enfin, celui-là, oui, mais la version Director's Cut. Il y a une version Director's Cut qui existe de ce film où il y a presque 10 minutes en plus. Ça serait bien de la sortir un jour, surtout qu'elle explique pas mal de choses, notamment sur les personnages qu'ils essayent de protéger. Quand on a vu le film, voilà. À l'époque où Bruce Willis faisait encore des bons films. Je trouve que c'est un film dont on parle pas assez, mais c'est un excellent film, Les Larmes du Soleil. Enfin, moi, je trouve. Ouais, moi, j'avais trouvé ça pas mal. J'étais pas hyper emballé non plus, mais. Sur celui-ci, tu as la Director's Cut. C'est une version longue. The Natural. Voilà. Donc le Natural, ça aussi, c'est des... Robert Redford qui fait du baseball. C'est un grand film, je sais pas si la musique de John Williams, et ça c'est à découvrir parce que c'était vraiment un très très beau film. Il y a notamment le final qui est magique, quoi, qui, quand on l'a vu, on n'oublie pas, quoi. Voilà.
Et Robert Redford est très très bon dedans. Il y a les débuts de Kim Basinger dedans. Ah, Voilà. peut-être regarder du coup. Et Glenn Close. Voilà, mais il y a Robert Duval. Enfin non, c'est un beau film en plus qui a une patine très, très années 20, années 30 et c'est une belle histoire. D'accord. Ah oui, je voulais parler de ce film. Ah bah vas-y, parle-en, j'ai pas envie de te frustrer moi. Voilà, Tom. alors je sais pas si tu l'as vu, Non. mais c'est un film que j'adore, Pas qui du est pas connu du tout. D'ailleurs, l'affiche fait pas forcément rêver. À chaque Et- fois que je le vois, ce truc, je me dis que ça Et a l'air d'une daube. Tu as tort. Non mais c'est vrai, mais j'ai sûrement tort. Voilà. Voilà, moi j'adore ce film et je le défendrai bec et ongle parce que c'est un film. C'est une histoire vraie aussi, ça parle de la Magna Carta. Si tu veux, c'est un peu ce qu'a fait Jean Santerre avec les barons, comme on voit un peu dans le Robin Hood de Ridley Scott, parce qu'il n'est pas que stupide, le Robin Hood de Ridley Scott, il parle d'une chose qui s'est vraiment passée, c'est-à-dire que les barons ont tous signé cette charte. Et ça parle de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire qu'il a trahi tous ces barons. Et si tu veux, ce film-là, c'est un peu une version médiévale de Fort Alamo ou des 7 mercenaires. Donc, si tu aimes les 7 mercenaires ou Alamo, ben, c'est exactement le film. D'accord. Et c'est d'une sauvagerie. J'ai jamais vu un film médiéval aussi violent et extrêmement bien filmé. Les acteurs sont très charismatiques. James Purefoy, je sais pas, on avait parlé tous les deux pour V pour Vendetta. Il est excellent dedans. On l'avait découvert dans Marc-Antoine, dans le rôle de Marc-Antoine dans la série Rome. Et dedans, il est très très bon. Mais moi je trouve que c'est un petit film qui est super bien, super efficace. D'ailleurs, dans le rôle du méchant, celui qui joue dans le 13e guerrier, Vladimir Ulrich, celui qui fait Beowulf, qui fait le méchant. Et c'est vraiment un très très bon film. Mais il y a des scènes gore dedans. À couper le souffle. Franchement, au niveau de la violence, oui. Oui, très bien. Il y a vraiment un acharnement, mensonger. mais non, franchement, mais c'est à voir ce film. Par contre, la suite est nulle. Mais celui-ci est très très bon. Alors, vous avez un peu un casting HBO. Il y a Derek Jacobi, il y a Brian Cox. Il y a vraiment des seconds couteaux. Il y a même Paul Giamatti. Paul Giamatti, je sais pas si tu te souviens, mais le nom me dit rien. Voilà. Bon, enfin moi, voilà. Mais c'est un excellent film. Voilà. Ok, très bien. Le sang des Templiers. Ce que je vais faire, je vais te demander si ça te dérange pas de tenir le micro. Je vais filmer un petit peu ta collection si ça te dérange pas. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ces steelbooks de Star Wars là ? Alors ça, c'est les steelbooks édités par Zavi très récemment. C'est c'est pièces de musée maintenant, hein, parce que bon. On peut regarder. Vas-y. Tu veux les voir lesquelles Hop. Ah voilà. Ah oui. C'est des magnifiques éditions avec les véritables affiches des films, ce qui n'a jamais été le cas. Ces mauvais Photoshop qu'on voit sur les nouvelles versions à 19,90, elles sont horribles. Et le coffret intégral, il est moche qu'il n'en peut plus. Et donc, je vois que tu as reçu le dernier Rogue One. Tout à fait. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Et je le trouve superbe, avec l'affiche, la vraie affiche du film. Voilà. Mais il est beau, effectivement. Est-ce qu'on parle de l'Empire contre-attaque ? Si tu veux. Le fameux exemplaire qui... Qu'est-ce que tu souhaites évoquer ? Eh ben la mauvaise couverture, comme quoi, alors, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors vous voyez, il y a la version avec l'affiche du film L'Empire contre-attaque. Et oui, parce que toi aussi tu t'es procuré le... Exactement. Mais quand on enlève le magnète, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont sorti une édition, toute une collection avec les affiches des films, et ils nous ont sorti pour le deuxième ça. Oui. Voilà, qui est en fait la couverture du CD japonais, de la musique. Enfin, du disque. Ils ont pas réussi à avoir les droits de... Je pense qu'à mon avis, il y a un problème de droit avec cette affiche-là, avec le créateur, sachant qu'il y a 3 versions de cette affiche-là, et ça, c'est la version US. Voilà. Et donc, on a acheté un magnète, tout simplement, et on le colle dessus. Hop. Et finalement, on a une collection qui est plutôt maintenant assortie, quoi. Voilà. Dans un des commentaires, la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, on a parlé de Hit. Hit, oui, effectivement. Alors je l'ai gardé, je l'ai. Ah, tu l'as. Mais j'ai vu qu'il y avait un des commentaires qui disait qu'en fait c'était celle-là qui était bien meilleure que la dernière. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Ah ouais ? Ah non, c'est la nouvelle est bien meilleure. Alors du coup, je voulais le garder, je vais le garder pour vous faire la différence entre les deux. Parce que le steelbook de la dernière version est magnifique. Ouais. Et là. Voilà. Et oui. Il est superbe. Ah non, il n'y a pas photo. Honnêtement, tu vas...
J'ai vu passer une édition 3D. Alors attends, t'as une télé qui fait 3D? Oui, il y a une très bonne 3D. En fait, c'est une 4K qui est upgrade en 1080p. 3D active, du coup? Ou passive. Passive? Ouais. C'est une LG. Et l'upgrade en 1080, il est d'upgrader en 720p chaque œil. Donc la 3D était vraiment magnifique. J'avoue que j'avais pris beaucoup de plaisir à voir des films comme Les Gardiens de la Galaxie. Même le Predator 3D, il y a une bonne conversion. Enfin, il y a eu des bonnes conversions d'anciens films. Malheureusement, comme il n'y a plus de télé 3D, je pense que le prochain visionnage de tous ces films-là sera avec un appareil vidéoprojecteur qui fera 3D, parce qu'il y aura que là qu'on aura comme possibilité de voir des films. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est un peu dommage qu'on ait arrêté ce format-là, sachant qu'on en sort toujours. C'est dommage qu'ils aient choisi, en fait, entre le 4K et la 3D, qu'ils aient pas mis les deux, tout simplement. Il y avait quelques éditions comme Alita où tu as la version 4K. Même pour les écrans, je voulais dire. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est dommage. Ils auraient pu aussi rajouter la 3D chez... Parce qu'en fait, quelque part, c'est les constructeurs qui décident ou non de tuer une technologie. Exactement. Clairement, enfin, quand tu vois qu'ils arrêtent complètement la 3D, clairement, les gens ne vont pas continuer à acheter des Blu-ray 3D s'il n'y a plus les moyens de les lire, quoi. Sachant que pour moi, la 3D, pour l'instant, c'est en pause. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, va arriver la 3D sans lunettes, que ça existe déjà, et que ça va arriver, et que quand ça sera le moment d'avoir la 3D sans lunettes... Tu penses que ça existe déjà? Oui, ça existe déjà, oui, c'est sûr. D'accord. Il y a des pays où ils le testent au Japon les films, les prochains Avatars sont tournés pour ce format-là déjà. Oui, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Ils vont pas être diffusés. Pas en salle. Voilà, ils seront pas encore diffusés en salle, mais bon, ils le seront un jour. Mais par contre, la technologie existe. D'accord. Ouais. Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu as un budget imparti pour tes achats? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment au coup de cœur, quoi. C'est vraiment le film qui c'est le film qui vient à moi. Ah, t'as de la chance. Moi, il faut que je passe par des sites marchands. Exactement. Il vient à moi naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des films, je peux pas, je pourrais jamais passer à côté. Il faudra, même si ça prend un peu de temps. Ouais, non, c'est pas du tout. J'ai pas de budget. Est-ce que il y a des mois où je pourrais rien dépenser et d'autres mois où alors c'est banqueroute, quoi. Voilà. Est-ce que tu as ce petit défaut de collectionneur qui consiste au fait de tout le temps surfer en fait sur Internet et pour être à l'affût de la moindre bonne occasion? Ah oui. Et même plus que ça, même voir ce qui existe ailleurs et qui voilà, tu vois, genre les bootlegs douteux au fin fond de l'Espagne, tu vois, même ça, il faut que je sache exactement si et tout ça pour revenir à la question ultime, est-ce qu'il y a des films dans ta collection que tu n'as pas regardé depuis très longtemps et que potentiellement tu regarderas peut-être jamais? Je t'avouerai que moi, souvent on me dit, mais tu le re-regardes ce film-là? Je crois que je regarde tous mes films, je les re-regarde. Il n'y a pas de film que je ne revois pas ou que... Non, je crois que vraiment je suis un fou dangereux. Écoute, je pense que ça pue le confinement dans les prochains jours. Ouais. À mon avis, ce sera une période où tu pourras profiter justement sur la nouvelle revoir télé tes films. Plus, donc ça va le faire, je pense. Non, je vais le revoir et puis je vais me régaler. On va terminer juste, je te laisse le micro, on va parler un tout petit peu de ton matos, puisque tu parles de la télé, peut-être que les gens vont être curieux de savoir sur quoi tu regardes tes films. Alors moi, mon matos, la télé, je l'ai acheté très récemment, c'est une marque que j'ai découvert, que j'ai pas découvert, qui existe depuis un moment, mais je pensais pas que c'était d'aussi bonne qualité. C'est un TCL 165 cm. Savoir que j'ai appris il y a peu de temps que TCL c'était le deuxième vendeur de télé au monde, voilà, devant certains gros comme Philips ou... Et franchement, je suis bluffé par la qualité. Alors j'ai pris un QLED, je l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté 500 et quelques euros, je crois, avec une réduction de 300 euros à l'époque. Mais pendant les opérations genre Black Friday et tout ça, vous pouvez les avoir directement à 500 euros. Et franchement, l'image c'est du 4K, il y a le Dolby Vision, il y a le HDR, il y a le HDR10+. Et l'image est bluffante. Voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'en suis plus que ravi. C'est vraiment, puis c'est un bel objet, c'est sobre, la finition, c'est très fin, voilà. On dirait que je parle de lingerie. Et après j'ai un ampli simple Onkyo. Basique, hein, c'est un appareil à 300 euros que j'ai acheté il y a 3-4 ans, et ça marche bien, ça fait le taf. Voilà. Bon, après il y a beaucoup mieux, mais disons que moi j'ai préféré opter pour l'écran. Avant j'avais un vidéoprojecteur, mais là je pense que le 4K obligeant, je suis passé sur ce type d'appareil. Bon Tom, écoute, on a parcouru, on va dire, l'ensemble de ta collection, même si évidemment on n'a pas le temps de tout regarder. Je sais qu'il y aura des frustrés parmi vous. On s'est restreint là, je suis frustré. On s'est restreint, j'imagine. Il y a une dernière frustration que tu veux combler 13 jours de Roger Donaldson, excellent sur la crise des missiles à Cuba. Voyez-le, c'est excellent. C'est pas connu, c'est produit par Francis Ford Coppola et c'est génial. Voilà.
Très bien. C'est tout. Et ben, peut-être que tu regretteras ce soir en regardant. C'était celui-là auquel j'aurais dû laisser sa Tout à chance. fait. Tant pis, tu n'avais qu'une seule chance, toi, Que Tom. celui-ci, désolé. Merci beaucoup de m'avoir vrai. accueilli chez toi pour découvrir ta collection. Avec Et plaisir. puis, je suis content, moi, de repartir avec 3 de tes exemplaires. Parce que voilà, je suis content de ne pas laisser le choix Tu aux peux autres. repartir avec le chat. On se retrouve peut-être la prochaine fois dans Prochainement, une tu émission. viendras à Ciné Story. Il faudra que tu viennes Avec au plaisir, cinéma avec voir un plaisir. film avec nous. Avec plaisir. Voilà, quand même, ce serait Et la puis, moindre des choses. Puis les gens te retrouveront bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires à Tom. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, je le redis, Ciné Story. Et puis on se dit à bientôt pour une émission de ce nouveau format. Ciao. Salut. Avec Alban Lenoir, Tu voilà. vois L'intervention, Ah, je connais pas du tout. excellent film, La naissance du GIGN. complètement passé à la table. Tu veux le redire? Il me manque des consonnes. Je me lève et je te bouscule. Tu me le donnes? Belle contrefaçon. Après l'émission, je vais en tôle. T'es vraiment... Le personnage de Ron, vous savez qui c'est qui le double au Canada? Tu peux me tutoyer, hein. Ouais, excuse-moi. Vous savez qui le double au Canada? C'est pas toi que je le dis, c'est à eux. Ah, des cadres. Alors, est-ce que vous savez? Oui, mais ils ne te répondent pas. Ils te répondent pas, hein. Eh ben, c'est Xavier Dolan.